Bonjour à tous messieurs, dames, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc première vraie vidéo sur Oathbringer et seulement ce tome, seulement le troisième tome des archives de Rochard, Justicière. Voilà, nous allons parler donc de la première partie qui dans cette édition, donc qui est l'édition, je crois que c'est Thor l'éditeur, TOR, ouais, Thor, vous pouvez voir juste ici. Donc dans cette édition, la première partie s'arrête au bout de 333 pages. Et ensuite, il y a les interludes, ce qui fait que la deuxième partie commence à la page 351. Donc, j'en suis rendu là. J'ai pas encore commencé la deuxième partie. Donc là, vraiment, on va théoriser. Je vais vous résumer un peu ce qui se passe. Et bah, on va essayer de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer, tout simplement. Donc, bah, cette partie est trop intéressante, évidemment. Je trouve que, voilà, déjà, très bon compliment. Par rapport à la première partie du livre des radieux, c'est beaucoup mieux. Je trouvais que la première partie était très longue, laborieuse et surtout les parties avec Shallan. Donc là, je suis très content. Je trouve que c'est très bien réparti, on s'ennuie pas du tout. En fait, on finit avec tellement de questions, tellement d'interrogations, tellement de questionnements qui sont répondus, je trouve. Je trouve que tout est bien. Euh, bah, tout est traité, en fait. Tout ce qu'on a envie à la fin du 2, voilà, de connaître, de comprendre, est un petit peu expliqué au moment où on en parle. Donc c'est intéressant. On va commencer tout simplement à peu près chapitre par chapitre. En fait, je vais faire un petit résumé et en même temps, je vais balancer mes théories. Donc, truc déjà, boum, direct premier chapitre après le prologue. On nous parle des 9 unmade, donc qui veut dire les défaits en français. Je sais pas vraiment la traduction en français ou quoi, qui seraient les 9 équivalents des héros, donc les héros de Honneur, le dieu Honneur, qui a les 10 héros. Et là, il y aurait 9 unmade, donc de abjection, plus un champion aux yeux rouges que Dalinar voit dans une vision. Donc bah, les 9 plus un, ça fait 10. Voilà. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est l'équivalent des héros. Voilà. Donc comment dire, ces héros seraient soit des Parshendi très puissants, soit des Spren, je sais pas trop, voilà, qui ont en eux un grand pouvoir et qui sont donc les principales menaces, j'ai l'impression, de ce tome. Voilà, on nous a présenté dès le début pour nous dire ça, c'est les méchants. Point. Donc ça, c'est important, c'est intéressant. Évidemment, tous les chapitres commencent par une petite citation qui là donc vient du livre qui s'appelle Justicière, donc Oathbringer, et qui selon moi est écrit par Jasna, parce qu'elle parle du fait qu'elle est une hérétique, etc. Je pense que c'est elle, ou sinon bah, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, je sais pas. De toute façon, on n'a pas eu énormément d'infos sur les anciens livres déjà, sur La Voix des Rois ou le livre des Radieux. On n'a pas trop d'infos sur qui les a écrits, etc. non plus. Donc je vais pas trop m'y attarder, mais voilà, je pense que c'est Jasna. Chose intéressante, donc je pense qu'on va parler beaucoup de Dalinar. Évidemment, il y a les flashbacks qui pour l'instant sont pas très intéressants, mais on va parler de Dalinar. Ce qui est trop cool, trop intéressant, c'est sa relation avec Navani, donc il se marie. Mais il défie en quelque sorte l'autorité de donc l'église, je sais plus comment elle s'appelle, bon, leur église et tout là. J'y prête pas trop attention, en réalité ça m'intéresse pas trop. Ce que je trouve intéressant, c'est que là, donc, l'arc de Dalinar, c'est vraiment de créer des liens, en fait. C'est le forge-lien, je crois en français, c'est ça son pouvoir. Donc en tant un peu que boss des radiants, des radieux, voilà, c'est un peu son job de faire des liens. Et donc il commence direct en créant un lien avec Navani, un lien sur papier, quoi, vraiment un mariage. Donc ça, c'est super intéressant, c'est trop cool. Euh, Ensuite, je pense qu'il va devoir créer des liens, des meilleurs liens avec ses fils et avec les autres radieux. Donc Dalinar, Shallan, bah, donc son fils, même les autres radieux qui arrivent. Parce qu'on a appris donc qu'il y avait d'autres personnes qui s'étaient éveillées, voilà, à la fluctomancie, notamment donc les Knights Radiants, donc les chevaliers radiants, je crois, je dis radieux, je sais pas exactement la traduction en français en fait. Vous voyez de qui je parle. Quand je dis un radiant, ou un radieux, quelqu'un qui a éveillé les pouvoirs et qui voilà. Donc il y en a une qui est au service, enfin pas vraiment au service, mais qui vient du royaume de notre ami le grand mastermind. Comment s'appelle-t-il déjà? J'ai retrouvé. Taravangian, Taravangian, je sais pas, Taravangian on va dire. Le roi donc qui lui aussi à son service a une chevalière, je sais pas, a une radiante. Donc ça c'est trop cool, c'est trop intéressant parce que lui c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment le méchant? Je suis pas sûr, mais c'est un esprit
dingue, il est tellement, enfin, il a en fait son lui ultra intelligent a échafaudé un plan qui est censé, je l'espère, résulter en la préservation d'un maximum de vie humaine. J'imagine que c'est comme ça enfin, c'est de ce principe-là qu'il est parti quand il a échafaudé son plan. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment les intentions derrière ce plan. Donc j'ai envie de le suivre en un sens parce que je pense pas que c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais. Je pense que c'est quelqu'un qui se dit que la fin justifie les moyens. Et c'est intéressant voilà, le conflit au moment où bah, comment dire, son plan sera révélé et que Dalinar, etc., comprendront voilà, tout ce qui se passe derrière avec les assassinats, etc. Ça va être très intéressant de confronter les deux visions. Donc voilà, ça c'est trop cool. Le fait en plus qu'il soit sur Urithiru, donc il est venu et qu'il est vraiment tout près de ses ennemis, du coup, entre guillemets, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un jour où il va se réveiller, qui sera super intelligent, et donc là, c'est un peu là qu'on découvrira tout en fait, et quelqu'un va comprendre qu'il est jamais le même chaque jour, quoi. Donc trop cool, trop hâte de ça. Euh, voilà. Donc je pense que Dalinar, voilà, son arc, ça va vraiment être de créer des liens, donc avec les personnes, mais aussi avec le Père des Tempêtes, etc. Avec voilà, la magie aussi en un sens. Et puis aussi recréer les liens des souvenirs qu'il a perdus et qu'il est en train de retrouver petit à petit. Pourquoi est-ce qu'il retrouve tous ces souvenirs? J'ai l'impression que ça peut être un peu comme bah, le fait que la Stormlight, je sais pas la traduction en française, que la magie de leur monde, quoi, a fait repousser le bras d'un des membres du pont numéro 4, Bridge 4. Donc il y en a un qui a récupéré ça, Stormlight, Fulgiflamme, c'est vraiment nul comme nom. Voilà, donc la Fulgiflamme a fait repousser un bras. Donc j'ai envie de dire que pourquoi pas, Dalinar récupère ses souvenirs grâce en fait à la Fulgiflamme, donc à Stormlight, qui comme le guérit quand il a une blessure par exemple. Ça peut être ça, je me dis, je sais pas trop. Donc voilà, il récupère ses souvenirs de son ancienne femme. Donc je pense qu'il l'a aimée énormément, qu'il y a une grosse trahison, qu'il a dû avoir une énorme blessure et qu'elle est peut-être encore en vie, je sais pas, ça serait incroyable en vrai. Donc voilà, moi je trouve ça trop intéressant, trop hâte d'en apprendre plus. Euh, voilà, donc bon, il y a le fait que voilà, les Ardents sont pas contents parce que il a un peu blasphémé en un sens, en disant que donc bah, techniquement que Honor était mort, The Almighty comme il l'appelle, le Tout-Puissant. Euh, mais que donc le Père des Tempêtes est là et le représente, voilà. Mais donc ça, c'est un peu un blasphème de dire que le dieu est mort en un sens. Mais bon, c'est pas très intéressant pour l'instant, le côté religion. Pour le coup, ça m'intéresse pas trop. Ce qui est trop cool, ouais, j'ai plus rien à dire sur Dalinar. Ce qui est trop cool ensuite, c'est que Kaladin, du coup, il est vraiment du côté des ennemis. Donc il va d'abord retrouver sa famille. On apprend qu'il a un petit frère, ce qui est trop cool, c'est trop mignon, j'adore, je suis trop heureux pour lui. Ça rajoute un peu voilà, une tension supplémentaire à sauver un peu les gens qui comptent à ses yeux. Voilà, il n'a pas envie de reproduire la même erreur qu'avec son frère qui est décédé malheureusement. Donc trop cool, il retrouve la famille et tout, trop bien. Et après, il part un peu en mode agent double. Il se rend en tant qu'esclave, prisonnier à des parches qui donc maintenant ont été réveillés et donc sont devenus conscients. Et en fait, je trouve ça trop intéressant la manière dont ils agissent parce qu'ils agissent en essayant de recopier les humains qu'ils ont observés pendant des décennies, mais ils n'avaient jamais pu conscientiser tout ça. Et donc en fait, voilà, c'est un peu des bébés qui apprennent. Et c'est très drôle, c'est très mignon, quoi. C'est doux, je trouve. J'aime beaucoup ces interactions qu'il a avec eux. Euh, et voilà, et donc là, il est trahi à la fin parce qu'il va se faire repérer par l'un des parches qui a les yeux rouges de la forme des tempêtes, voilà, qui a de la magie, etc. Un peu comme un radiant en fait, en quelque sorte, parce que c'est en lié avec un spren, tout comme un radiant, tout comme Kaladin, je sais pas. J'ai aucune prononciation correcte, je pense, mais c'est ok, je pense. Voilà, on n'est pas à ça près. Euh, voilà, donc il se fait repérer, il part et donc il trahit le groupe avec qui il était. Et donc ça fait du mal parce qu'il y avait vraiment cette empathie qui commençait à naître de notre côté et de son côté. Voilà, donc je pense que ça va lui peser et qu'il va un peu péter un câble un moment parce qu'il y a une discussion très intéressante qu'il a avec Syl, donc son Spren, qui lui dit que c'est pas ok de trahir Elokar,
Donc en fait, vous voyez, dans le deuxième tome, elle a failli rompre le lien qu'ils avaient. Enfin, elle a rompu le lien qu'ils avaient, mais elle a réussi à le recréer après, car il voulait trahir Elhokar et que ça allait contre les principes d'honneur. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été contre le fait qu'il assassine des Parchendi. Donc ça, c'est super bizarre, côté moral, quoi. Donc je sens que enfin, ça va casser un moment, qu'il va péter un câble et que lui, peut-être, essayera de rompre le lien qu'il a avec Syl. Ça, je trouve ça intéressant. D'autant que, voilà, il va pouvoir poser aussi ce genre de dilemme à Dalinar, à Shallan, aux autres Radiants, en fait, parce qu'on a l'impression qu'on impose l'idée selon laquelle les Parches sont foncièrement mauvais et on ne peut pas cohabiter avec eux, alors que certains autres peuples, certains autres royaumes ont réussi à faire des alliances commerciales, à minima, avec eux. Donc, voilà, tous les points de vue sont intéressants et je trouve que c'est trop cool parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, il n'y a pas de gris, enfin, c'est pas blanc ou noir. Malgré le fait qu'on nous présente quand même 9 personnages comme des grands méchants au tout début du tome. Voilà, je trouve ça intéressant. Pour le côté Kaladin, il n'y en avait pas tant que ça pour l'instant, et je trouve que c'est bien aussi parce qu'on en avait beaucoup dans les deux premiers tomes, donc on va avancer. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, alors je ne sais plus si c'est Syl ou le Père des Tempêtes qui en parle, mais du fait qu'il faut monter les niveaux en fait un peu de lien avec son spren pour débloquer l'armure. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche. Parce que voilà, l'armure d'éclat, ben, techniquement, enfin, elle vient aussi d'un spren en fait. Quand Syl elle se transforme en lance, en bouclier, enfin, bouclier, je sais pas si c'est possible, en lance, en épée, enfin en lame d'éclat, euh, voilà, on sait que c'est Syl qui peut le faire parce que avec Kaladin, ils ont créé leur lien, ils ont renforcé leur lien. Et donc, peut-être qu'il faut passer un autre serment, voilà, passer à une nouvelle étape pour débloquer l'armure, ou peut-être qu'il faut se lier avec un autre spren pour débloquer cette armure, je sais pas. Ça serait intéressant que ce soit le cas. Euh, Parce que sinon, enfin, en fait, ça ferait comme si la lame et l'armure serait une seule entité. Je sais pas trop comment ça marche, mais ça m'étonnerait pas non plus que ce soit juste passer un nouveau serment et boum, on a les armures. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué que ça. Mais en tous les cas, je trouve ça très cool parce que je trouve qu'on mettait vachement plus en avant les lames d'éclat que les armures. Ça serait bien de mettre un peu les armures en avant aussi. Truc très intéressant sur petite interlude sur Renarin, donc le frère de Adoline et le fils de Dalinar, par rapport à son pouvoir. Donc il soigne les gens. Et si vous vous rappelez, Adoline s'était blessé la main dans le deuxième tome, je crois, vers la fin, dans le combat final, quand il se bat contre Eshonai, ou Seth, je sais plus. Donc il se blesse la main. Renarin réussit à le soigner, en fait, en projetant l'image qu'il a donc, comment dire, de la vision qu'il a de Adoline. Il réussit à faire coller cette vision à la réalité, donc à soigner la main qui, dans la vision, n'est pas blessée. Et je trouve que ça ressemble tellement au pouvoir de Shallan, le truc de, voilà, de projeter une vision et de la rendre concrète un peu, quoi, en quelque sorte, avec la magie, la Fulgiflamme. Voilà. Donc je trouve que le pouvoir est intéressant. Et en fait, c'est un peu comme, je sais pas, comme, c'est un peu le pouvoir de rendre un peu parfait, rendre complet quelque chose. Ça veut un peu tout et rien dire là, ce que je viens de dire. Mais un peu, voilà, le fait qu'il puisse guérir, bah, en fait, c'est que un organisme, quand il est blessé, il est incomplet, donc il rend les choses complètes. Et donc il doit y avoir le pendant, et je pense que c'est le cas de la radiante de Taravangian, là, du royaume de Jack Eved. Enfin, même, il a deux royaumes, ce mec, de toute façon. Je pense qu'elle, c'est son cas. Je pense que son pouvoir, elle, c'est plus dans la destruction et dans le. Voilà, je crois qu'ils appellent ça son pouvoir de poussière ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom exactement. Dust Bringer, donc c'est-à-dire la personne qui apporte la poussière en anglais. Donc je pense que son pouvoir, c'est un rapport voilà, avec le désagrégement en fait. Ça peut être super intéressant et s'il y a des combats par exemple entre les deux, ça peut être très cool. J'ai vraiment hâte de voir des combats de plusieurs personnes qui possèdent différents pouvoirs, qui normalement sont au nombre de 10, si j'ai bien compris, et qui ont chacun leur pendant, j'imagine, du côté d'abjection et pas d'honneur. Parlant de ça, on va parler de la mythologie un petit peu. Le fait que honneur, abjection soient les deux dieux. Moi qui ai lu Fils des Brumes avant, où c'était un peu comme ça aussi avec les deux dieux vraiment face d'une même pièce, quoi. Mais là, on est au courant qu'il y a un troisième dieu.
Je crois qu'on est au courant. Ou alors c'est moi qui l'ai lu quelque part ailleurs que dans les livres. Je suis au courant, en tout cas, qu'il y a un troisième dieu, qu'il y a un troisième éclat du tout-puissant dieu qui est dans la galaxie, dans le cosmère. Il y a trois éclats sur cette planète. Donc il y aurait honneur, abjection, et je pense que le dernier c'est culture, du coup, en français. Cultivation, en anglais. Euh, Parce que déjà sur la tour, enfin, dans la tour Urithiru, là, où ils sont en ce moment, dans les sous-sols, là où Shallan va rencontrer l'une donc des 9 défaits, du coup, les 9 héros d'abjection, qui est la seule qui a été emprisonnée parmi les 9. Elle voit une peinture sur un mur, etc. Une peinture qui représente une figure féminine en forme d'arbre. Et des fois, on les entend utiliser un peu à la place du mère nature que nous on dirait, mère culture, en gros. Alors, je sais pas comment ça se dit en français, mais je pense que c'est ça, mère culture. Donc voilà, et je trouve que ça peut être intéressant qu'en fait, eux, ils en ont pas conscience que c'est aussi une entité au même titre que l'est leur tout-puissant, qui est en réalité honneur, qui est en réalité mort, qui est donc maintenant personnifié par le Père des Tempêtes. C'est vraiment un bordel, hein, quand même, cette mythologie. Voilà, donc je pense qu'ils en ont pas conscience, mais que certains royaumes de l'Ouest, je pense plutôt, en ont conscience que Culture est une divinité au même titre. Ce qui m'amène à dire que c'est impossible qu'on ait vraiment, genre, le bon contre le mauvais, enfin, le bon contre le mal, ça n'a pas de sens, parce que si on suit un peu voilà, ce que l'histoire essaie de nous dire, on a quand même d'un côté des gens qui sont les enfants de honneur, donc l'honneur quand même c'est une vertu, qui se battent contre les enfants d'abjection, enfin l'ethnie, je ne sais pas comment on peut appeler ça, d'abjection, et il y aurait aussi culture, mais culture ça a l'air très positif, ça a l'air d'être une vertu, voilà, que les choses poussent, que les choses grandissent, que les choses s'épanouissent, et donc il y aurait ça ferait deux trucs positifs contre un truc négatif, enfin, je trouve ça très déséquilibré, je trouve que ça n'a pas de sens et que ça raconte pas grand-chose, donc il y a forcément un truc, enfin, il y a forcément voilà, plus de nuances que ça. Je pense que Honor est pas. Enfin, Honor en lui-même, je sais pas, mais je pense que le combat voilà, qu'ont mené les 10 héros et que vont mener nos radiants actuels n'est peut-être pas si vertueux justement que ça. Il y a plus de choses en jeu. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Fini sur la mythologie, justement, on va parler de Shallan maintenant. Shallan qui donc a trouvé Réchéfir, donc l'une des 9 voilà, héros d'abjection, et l'a temporairement vaincu. Et donc cette entité est donc un énorme spren, apparemment. C'est pour ça que je pense que donc les 9 héros d'abjection sont plus des sprens qui en fait sont des sprens très puissants qui s'étaient liés ou qui peuvent se lier à des Parshendi. Peut-être même à des humains d'ailleurs, peut-être pas qu'à des Parshendi. Mais en tout cas qui combattaient en se liant. Tout comme en fait, je pense, les fameux héros qu'on a, les 10 héros de base, en fait, c'est pas des personnes en elles-mêmes qui sont, je sais pas, qui sont incroyables, c'est pas des entités eux-mêmes divines, mais en fait, ils se sont liés avec un spren qui, lui, est un spren supérieur. Pas au même titre que le Père des Tempêtes, peut-être, pas au même titre, je sais pas encore. Euh, Parce qu'en fait, peut-être, oui. Et parce que peut-être que Dalinar, en se liant avec le Père des Tempêtes, étant donné que le Père des Tempêtes est vraiment un sprint supérieur, peut obtenir la même puissance qu'un héros. Ça, c'est une question. Ouais. En attendant, je pense voilà, qu'il faut se lier avec un sprint supérieur pour réellement avoir ce niveau de pouvoir. Je pense que Seal est très probablement capable d'atteindre ce niveau, c'est sûr. Parce que Kaladin, c'est pas notre personnage principal pour rien. Donc, voilà. Réchéfir serait un spren d'abjection très puissant qui est enfermé dans cette tour. Et donc, je suis en train de me demander si elle pouvait s'unir avec, forger un lien avec un personnage que nous on connaît. En fait, ça ferait un de moins dans le camp d'abjection, un de plus dans notre camp à nous. Ça serait incroyable. Enfin, je vois pas pourquoi elle pourrait s'unir par exemple qu'avec des Parshendi. Pourquoi est-ce qu'elle serait obligée de se battre aux côtés d'abjection et des autres Spren? Voilà, c'est une question, mais je trouve que ça serait trop cool narrativement d'en avoir un qui va avec les autres, voilà, qui joue de l'autre côté de l'équipe, de même dans l'autre sens.
Je sais pas si vous m'avez compris sur ça, mais je viens d'y penser là, ça peut être très cool. Voilà, donc Shallan, c'est trop cool. Shallan, elle est à fond dans l'enquête de qui a tué sa déesse. C'est comme ça qu'elle trouve du coup Réchéfir qui essaye d'imiter les gens qui tuent d'autres gens en faisant des meurtres similaires sur des personnes qui se ressemblent, etc. Voilà, ça c'est un peu une side quest. En vrai, c'est vraiment une quête secondaire, je trouve. Je pense que c'est cool parce que ça l'amène à rencontrer Réchéfir et le trésor qui se situe sous la tour pour qu'il soit très puissant, qu'il puisse négocier, etc. Ça, c'est top. C'est franchement super. Mais en fait, c'est une quête secondaire parce que sa quête principale, elle va être autour d'Adoline, je pense, et un peu de ce qui se passe dans les marchés qui sont créés dans la tour, comme durant le deuxième tome, un peu, voilà, essayer de s'infiltrer, d'écouter les conversations, etc. Ça, c'est super cool avec son pouvoir, c'est trop bien, c'est vraiment adapté à son personnage en plus, parce qu'elle fait que de se mentir à elle-même. Ça, d'ailleurs, elle m'énerve pour ça, mais c'est normal, c'est son personnage traumatisé, quoi. J'ai hâte d'ailleurs qu'elle retrouve Kaladin pour le confronter par rapport au décès de son frère, parce que c'est Kaladin qui a tué son frère. Voilà, donc Shallan, c'est super cool, franchement, son passage. Mais voilà, pendant la première partie, c'est pas si intéressant que ça en réalité. Donc, Shallan, on s'arrête là. Je crois pas que j'avais. Si, j'avais noté quelque chose de très intéressant. Son spren avec lequel elle s'est liée, Paterne, a des réactions à un moment, je crois que ça. J'en parlais dans ma vidéo précédente. Des fois, c'est écrit dans le texte Paterne murmure ou fredonne ou glousse ou rigole, je sais plus exactement le terme, en italique. À chaque fois qu'il fait ça, c'est quand il y a enfin, à chaque fois, je sais pas, mais j'ai remarqué plusieurs fois que quand c'est écrit Paterne, je sais pas ce que c'est la traduction, mais voilà, disons rigole, Paterne rigole, quelques lignes avant ou après, il y a quelqu'un qui a menti. Parce que voilà, on sait que c'est lié au mensonge, etc., son pouvoir, parce que bah, c'est vraiment. Le but c'est de cacher la vérité. Euh, donc, il faut que je fasse plus attention à chaque fois qu'il y a cette mention de, voilà, en italique. Il faut que je fasse attention à qui a dit quoi, qui a menti. C'est arrivé une fois avec Adeline qui parlait d'un truc par rapport à sa déesse, et donc, étant donné que c'est lui le meurtrier, il avait menti. Mais voilà. Donc ça, je trouve ça trop cool. J'aimerais trop que Shallan puisse être capable de elle-même sentir les mensonges. Ça serait trop intéressant. Surtout avec Adeline par rapport au meurtre. Voilà. Donc je pense qu'Adeline, il va se faire avoir, évidemment. Soit par Reynarine, mais j'ai l'impression que Reynarine est au courant. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il a essayé de l'aider à un moment. Soit par Reynarine, soit par son père, ce qui serait désastreux. Parce que là, il casserait vraiment un lien très fort. Surtout que lui doit se sentir très mal Adeline à être le seul à pas avoir pu forger de lien avec un Spren pour l'instant. Euh, Soit Amaram découvre le secret, parce qu'Amaram maintenant est vraiment avec la femme de sa déesse, et vu qu'il veut poursuivre sûrement le plan de Gavilar, il va vraiment être un bâton dans les roues de Dalinar. Mais je pense qu'il n'est pas si mauvais que ça, il veut juste suivre le plan de Gavilar, donc c'est ça le problème. Voilà, donc il va se faire avoir Adeline, ça va être le bordel évidemment, c'est sûr. J'ai peur, j'ai très peur parce que j'adore ce personnage, il est trop cool. Mais voilà, je sais pas vraiment ce que ça va donner, je suis un peu anxieux. Donc, pour finir, Jasna est de retour. Ça, c'est la toute fin, on vient de l'apprendre, j'ai trop hâte du coup de savoir ce qui va se passer, etc. Ces discussions avec Shallan, ça va être top par rapport à son pouvoir. C'est même tout ce qui va être diplomatique, ça va être trop intéressant. Ces discussions avec Taravangian, j'ai trop hâte parce qu'elle le connaissait, elle le côtoyait. Euh, donc ça va être vraiment impressionnant, j'ai trop cool. Enfin, vraiment, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Ça, ok. Si, j'avais aussi une autre théorie. Ma théorie sur donc les 10 héros, euh, on sait qu'il y a un des peuples qui vénère Kélek, donc un des 10 héros, comme le père des tempêtes, en fait, comme étant celui qui est le père des tempêtes. Donc, en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une vraie notion de croyance qui est très importante dans le pouvoir. C'est important parce que s'il elle parle énormément du fait que quand un spren est oublié, il meurt, en fait. Quand on oublie un dieu, ce dieu meurt. Et donc, les croyances vis-à-vis des 10 héros font qu'ils restent en vie après des millénaires, en fait. Sinon ils seraient morts voilà, ils seraient morts de vieillesse parce qu'ils sont virtuellement mortels, quoi. Leurs corps sont mortels et je pense pas que c'est des personnages qui, par nature, sont immortels. Je pense qu'ils le sont devenus parce qu'ils sont liés à des Spren qui, eux, récupèrent les croyances
de tous les peuples, ce qui infuse énormément d'énergie dans le corps de nos dits héros, pour ça qu'ils sont encore en vie. C'est pour ça aussi que dans le prologue, où on voit qu'il y a une statue d'un héros qui est manquante, héros qui s'appelle Shalash, je crois que c'est une héroïne du coup, elle, sa statue a été enlevée. Je pense qu'elle a été enlevée et qu'en fait, c'est un signe comme quoi de moins en moins de peuples la vénèrent, croient en elle. Donc c'est pour ça qu'elle est devenue malade, parce qu'il nous parle du fait qu'elle est devenue malade dans le prologue. Référez-vous à ma vidéo précédente si vous ne voyez pas de quoi je parle. Donc je pense voilà, que les héros peuvent disparaître, ne sont pas immortels. C'est une question de croyance. Et donc le Spren avec qui ils ont forgé un lien redirige cette croyance en pouvoir qui leur permet de vivre éternellement. Voilà, donc ça c'est super intéressant. C'est pour ça que le fait que le Père des Tempêtes soit adulé devrait donner une puissance énorme à Dalinar. Donc ça, faut que ça soit exploré. Mais je suis quasi sûr de moi. Donc, avant de parler des interludes, je vais parler de quelque chose d'autre que j'avais remarqué, que j'avais noté. S'il parle du fait qu'elle aurait entendu une voix à un certain moment qui l'aurait guidée. Voilà. Que les Spren auraient chacun des voix. Et ça me fait penser aux voix qui, dans les interludes, non, dans les prologues, pardon, pas les interludes, dans les prologues, guident certains personnages, notamment simplement la voix qui dit Uni-les, tu vois. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est dans les visions de Dalinar, dans les visions de Gavilar, il y a cette voix qui dit Unicélé, enfin Unilé, je sais pas exactement en français. La même voix que l'un des doyens Parshendi a entendue pour ensuite tomber sur Seth, un peu comme par hasard, et pouvoir avoir cette arme surpuissante en main, à utiliser évidemment pour assassiner un roi ensuite. Donc, il y aurait voilà, des voix qui guident les gens, qui tirent les ficelles un peu. Donc ces voix, bah, pour moi, ça serait, si les Spren ont des voix, ça serait les voix des Spren qui possèdent des Spren supérieurs. J'ai envie de les appeler les Spren supérieurs. Pour moi, il y a 10 Spren supérieurs chez Honor, c'est bah, les Spren des héros, et il y a 10 Spren supérieurs chez Abjection, qui sont les 9 Unmade et le champion. Entre autres, Réchéfir, qui est dans la tour, et selon moi, voilà, un Spren supérieur aussi, comme j'en ai parlé avant. Donc ceux-là sont capables de faire entendre leur voix à d'autres Spren, à d'autres humains. Voilà, pas non plus de manière excessive, je pense, mais de manière très localisée, très focus, quoi. Donc, autre théorie, parce que Shallan, c'est un peu Vin, en réalité. Je veux pas spoiler Fils des Brumes, mais voilà. Je pense que Shallan a cette voix des fois dans sa tête qui lui dit non, mais fais comme si de rien n'était, pense pas à ça. Quand il y a un truc très dur, parce qu'on se dit elle a ses traumas d'enfance, donc elle a envie de ne pas penser aux choses qui vont fâcher, qui vont la rendre triste. Donc elle s'oblige à penser à autre chose et à faire comme si de rien n'était. Mais en fait, est-ce qu'elle s'oblige ou est-ce que c'est quelqu'un qui lui oblige dans sa tête? Pensez-y, je garde ça voilà, sous le coude. Je suis très content parce que je viens d'y penser à l'instant, donc c'est parfait. Euh, Interlude maintenant. Donc, on commence avec l'interlude de Pouli. C'est vrai que j'avais pas pensé à la poulie en français, c'est drôle. Qui est un garde de phare à donc Natanan, c'est ça? Ouais, Natanan, New Natanan, qui est donc tout à droite de la carte. Donc votre droite c'est là. Tout à droite de la carte, très proche de l'origine. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on en parle très peu, mais les vents viennent toujours de la droite, donc de votre côté d'ici, et ils se baladent dans ce sens. Et donc on sait que nous, Aledkar est plutôt du côté droit, et que l'origine est au bout, et qu'à côté il y a des îles le long là, dont voilà ces îles-là, et dans lesquelles il y aurait ce garde de phare qui aurait une mission de génération en génération, qui est d'attendre que des bateaux, oui, que des navires arrivent de l'origine. Donc, comme s'il y avait des terres derrière l'origine, mais pour moi c'est quand même une planète ronde, donc ces terres derrière l'origine, juste les terres qui sont de l'autre côté, là, et en fait qui font le tour comme ça. Et donc si on replie, hop, comme une terre, quoi, comme voilà, n'importe quoi. Enfin, rien de sorcier. Voilà, donc il est censé attendre des navires qui viennent de cet endroit-là. Donc c'est-à-dire que personne n'a jamais essayé de dépasser les frontières ouest, ce que je trouve bizarre. Enfin bon, on y reviendra peut-être plus tard, c'est une interlude un peu
voilà, un peu prémonitoire pour dire que possiblement certains navires viendront de là plus tard. Très bien. Ensuite, on a une deuxième interlude avec Elista, qui est une ardente, de la religion des ardents, là, je sais plus comment ça s'appelle leur religion, et qui vit sur les montagnes des Manchecornes, connu par rapport au personnage qui s'appelle Rock. Je sais pas si c'est Rock en français ou pas, mais voilà. Son job, en fait, c'est de décrypter les chants de l'aube. Je pense en français, c'est dur, désolé pour les traductions. Les chants de l'aube, je dirais. Et en fait, donc ils sont un peu les poèmes, je crois, les textes d'il y a des centaines, milliers d'années. Et donc en fait, elle comprend qu'il y a eu un langage écrit universel il y a très longtemps, mais plein de langages parlés différents. Et parce que c'est aussi un problème là actuellement dans leur monde, c'est qu'il y a plein de langages différents et c'est compliqué de se comprendre et de comprendre les anciens écrits parce que tout a changé et ils n'ont pas trop de traces écrites étant donné qu'il y a les désolations, etc. Et donc en gros, elle a réussi à comprendre qu'il y avait un langage écrit universel, mais que chaque peuple apportait sa petite touche voilà, d'authenticité et qui transformait un petit peu le langage. Bon, elle a l'air très douée pour traduire, etc. Donc, on la garde sous le coude. Peut-être qu'elle reviendra à un moment. Peut-être qu'elle parlera avec Jasna, par exemple. Voilà, on verra. Mais la plus importante, c'est la troisième des interludes, avec Venli, la sœur de Eshonai. Donc, là, c'est vraiment une interlude de malade. On finit la partie en nous disant Jasna est en vie. On finit l'interlude en nous disant Eshonai est morte et en fait elle est sûrement en vie. Bon, un peu too much. Donc, on va reprendre un peu dans l'ordre. Donc Venli, on voit qu'elle est entourée d'un spren, Ulim, il s'appelle, un spren un peu de foudre apparemment. Mais c'est pas comme si c'était un spren avec qui elle avait forgé un lien. Parce qu'elle, elle s'est déjà liée avec un spren pour avoir la forme des tempêtes. Donc c'est comme un spren libre. Donc, selon moi, un des dix héros d'abjection, qui est donc un spren supérieur, comme j'aime les appeler, parce qu'il a vraiment une conscience, il se sent supérieur à elle, etc. Enfin, vraiment, c'est très intéressant. Et donc, il parle du fait que Eshonai, elle est au fond d'un gouffre, là, qu'elle est morte, qu'on s'en fout, on récupère quoi? On récupère son armure d'éclat, et puis voilà, on la donne à quelqu'un d'autre et c'est fini. Mais, donc il la laisse en plan au fond du gouffre, et là, un spren blanc, comme une comète, je crois que c'est écrit, enfin, c'est ce que j'ai noté en tout cas, s'échappe de derrière le corps des Chenailles. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un spren, pour moi un spren blanc c'est plutôt un spren d'honneur, qui se serait caché derrière elle, qui aurait un peu réussi à feindre sa mort, un peu si c'est un spren à la manière de Shallan, qui peut produire une illusion, qui aurait fait comme si Eshona était décédée, alors qu'elle l'est pas, ils y ont cru, ils sont partis, Eshona est en fait en vie, et donc reviendra et aura compris et sera du bon côté. Je sais pas, j'y crois à ma théorie comme quoi Shallan va lui apprendre à maîtriser, à découvrir la forme artistique. Ça serait trop cool, ça serait trop beau. Donc voilà, je pense que en un sens c'est peut-être Shallan qui sauvait Shonai, ou c'est peut-être simplement un spren random, ou le père des tempêtes, ou honneur, ou culture du coup. Ce serait même très bien, culture en réalité, ce serait cool qu'elle intervienne comme ça dans le conflit, et donc que Shonai soit peut-être même du côté de culture plutôt que du côté de Shallan et de honneur, etc. Je sais pas, mais ça peut être très intéressant, et donc je suis content que Eshonai soit en vie, mais seul. Ça c'est top, parce que voilà, j'ai envie qu'on ait son point de vue, j'ai envie qu'elle apprenne, qu'elle comprenne. Voilà, ça c'est trop intéressant. Je suis content qu'elle soit pas décédée parce que c'est la seule avec qui on avait vraiment de l'empathie, quoi. Et pour le coup, Venli est vraiment parti pour devenir la big boss un peu des Parshendi et se faire complètement retourner le cerveau par l'autre Spren. Ça, j'aime pas trop. Je sens qu'elle va prendre un peu cher, elle, et qu'elle va devenir détestable. Alors que j'aimais bien son personnage, mais voilà. Donc bon, ça fait beaucoup d'infos. J'ai beaucoup de théories par rapport au Spren, par rapport aux 10, enfin aux 9 héros d'abjection et le fameux champion. J'en ai d'autres enfin, il y a plein de trucs qui me traversent l'esprit plein de fois, mais voilà, je ne mets pas les mots dessus. C'est le problème de ce livre, c'est qu'il est un peu trop long et du coup on oublie souvent les théories qu'on est en train de se faire et donc on est un peu choqué et on oublie certains trucs.
Donc là, déjà, la vidéo est assez longue comme ça. Voilà, je vais essayer de cut au maximum. Mais donc, prochaine vidéo, je pense que ça sera. Je vais pas attendre la fin de fin de la lecture de la deuxième partie, parce que ça va être vraiment long. Peut-être faire une vidéo au bout de 450 pages, je sais pas, là, voilà, il m'en manque 100. Parce que ça fait pas de mal et de toute façon, on n'a jamais assez de théorie à dire. Voilà, donc dans le cas où vous lisez vous aussi ce livre, bah, n'hésitez pas à mettre vos théories si vous en êtes au même point, essayez de ne pas spoiler. Pour ceux qui lisent comme moi, bah, c'est trop cool, j'espère qu'on peut théoriser ensemble, ça serait trop bien. Voilà, donc là je vais continuer à lire à fond, à faire des théories. Si jamais j'en ai d'autres, bah, je les partagerai du coup dans la prochaine vidéo, d'autres qui viennent, etc. Sinon aussi, par rapport à la vidéo news que j'ai sortie la semaine dernière, du coup qui n'était pas prévue, qui a pris la place de cette vidéo, je crois qu'on a la vidéo de Sanderson qui est enfin sortie par rapport donc au contrat d'Hollywood, etc. Comme j'en discute dans ma vidéo, donc je vous laisse aller la regarder si vous ne l'avez pas vue. Et donc je donnerai plus d'infos une fois que je l'aurai vue, cette fameuse vidéo dans laquelle il parle ouvertement de ce contrat. Donc sûrement dans ma prochaine vidéo, dans à peu près une semaine ou deux. Voilà. Donc j'espère que mes petites théories, que mon petit récap, un peu, voilà, un peu dans le désordre, mais bon, fait avec le cœur, vous aura plu. D'ici là, moi je vous revois donc dans une semaine ou deux. Voilà. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vos proches, de passer une bonne fin de semaine, une bonne fin de soirée, je pense, quand cette vidéo sort. Mais peut-être une bonne journée, ou un bon après-midi, ou un bon appétit, qui sait. C'était Louis. Ciao!